Quand on parle, de l'association Arcade, on parle, d'une association qui est née, dans l'urgence, au cœur, d'une crise qui a, bouleversé toute une génération. Arcade est née en fin d'année 85. On est en pleine vague, de l'épidémie de VIH/SIDA. One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! La semaine dernière, je recevais Oumar, médiateur chez Arcade, qui nous racontait son parcours et ce que l'association avait changé dans sa vie. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre du podcaston, je reçois Nicolas Dersch, le directeur d'Arcade. Il revient sur les 40 ans de l'association, ses combats d'hier et d'aujourd'hui, et surtout la manière dont chacun de nous peut concrètement soutenir leurs actions. Bonjour Nicolas et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci de m'inviter. Eh bien écoute, je suis très contente de te recevoir Nicolas. Donc tu es Nicolas Dersch, le directeur de l'association Arcade, que je suis très heureuse de mettre en lumière à l'occasion du podcaston. La semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Oumar, qui est médiateur chez Arcade. Il nous a super bien expliqué et son parcours à lui et la manière dont il accompagnait chez Arcade des personnes dans leur parcours et d'accès à l'administratif et d'accès aux soins. J'avais envie en fait de compléter cet échange avec Oumar, avec toi, pour que tu nous parles vraiment de Arcade. Arcade, c'est une association qui vient de fêter ses 40 ans. Moi, j'ai eu la chance d'être présente à la journée d'anniversaire au ministère de la Santé et j'ai mesuré à cette occasion à quel point ce pourquoi vous œuvrez est important et c'est important d'en parler. Donc, je suis très contente de te donner aussi la parole aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, Nicolas, tu veux bien revenir un peu sur l'histoire de Arcade? Oui, bien sûr. Effectivement, on vient juste de fêter nos 40 ans. Quand on parle, de l'association Arcade, on parle, d'une association qui est née, dans l'urgence, au cœur, d'une crise qui a, bouleversé toute une génération. Arcade est née en fin d'année 85. On est en pleine vague, de l'épidémie de VIH/SIDA. À ce moment-là, il y a pas de traitement. La peur est immense. Les personnes concernées sont confrontées, à des violences sociales, à énormément de discrimination et puis aussi à la mort. Une mort qui est, inacceptable, qui est inconcevable parce que, ça touche des personnes jeunes et Arcade a fait partie des toutes premières associations qui, se lèvent à ce moment-là pour soutenir, ces personnes, avec dans ses rangs, des militants, et aussi des professionnels qui sont séropositifs au VIH, qui, sont des parents, qui sont des conjoints, qui sont des amis, des jeunes qui sont en train de mourir, ou d'être contaminés. Arcade va, dans un premier temps, accompagner à cette période, les personnes malades, des personnes qui meurent du sida en quelques années, mais elle va aussi donner, accès à une information, fiable, tant, pour les malades que pour leurs proches, mais aussi pour, les professionnels de santé et de l'accompagnement qui sont assez, dépourvus à ce moment-là d'informations. Il y a énormément de fake news aussi à l'époque, on parlait pas de fake news, mais il y avait énormément de mauvaises informations de circulaient, sur le VIH et dont certains, s'emparaient pour discréditer aussi,
des communautés, en premier lieu la communauté gay. Il y avait énormément de peur, ce qu'ont pu me transmettre les anciens collègues, d'Arcade qui étaient présents à cette époque-là, c'est, la violence, la peur, une forme d'hystérie aussi parfois, qui était, à l'encontre des personnes vivant avec le VIH, à l'encontre des soignants. Et puis il y avait aussi, une extrême violence en direction des personnes qui perdaient un proche, vivant avec le VIH, notamment je pense, aux conjoints qui, n'étaient absolument pas reconnus, qui, à la fois, vivaient un deuil terrible avec, l'amour de leur vie qui mourait, d'une maladie extrêmement violente et qui ensuite étaient rejetés par les familles, ne pouvaient pas assister, aux obsèques, étaient, aussi chassés des appartements, qu'ils habitaient avec leurs compagnons, perdaient tous leurs droits. Donc c'est effectivement une période qui a été extrêmement, violente et violente aussi pour les professionnels, qui, accompagnaient ce public et qui faisaient face à des inégalités, énormes et qui entendaient des propos extrêmement violents et inacceptables. Là, il y a tout le terreau de ce qu'est encore aujourd'hui Arcade. Il y a à la fois l'accompagnement dans les soins pour, les personnes, malades, mais il y a également une dimension de, lutter contre, toutes les formes de discrimination. Parce que là, évidemment, au départ d'Arcade avec, ce sida, ben, c'était très lié à la communauté gay, mais depuis, ça a évolué. Il y a d'autres, populations que vous accompagnez beaucoup plus largement. Est-ce que tu peux expliquer cette évolution-là qu'a eu Arcade? On a évolué vers, en accompagnant les publics qui étaient, finalement exposés au VIH. Concrètement, on accompagnait les personnes qui vivaient avec le VIH, qui étaient, séropositifs au VIH et on a progressivement développé aussi des actions, notamment de prévention et de promotion de la santé pour, des personnes qui faisaient partie des communautés qui étaient les plus exposées. Donc on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup aujourd'hui, avec, les publics, LGBTI+. On travaille évidemment beaucoup avec, les personnes qui exercent le travail du sexe. On travaille aussi énormément avec, des publics qui sont exilés, qui viennent, d'Afrique subsaharienne, qui, viennent de Chine pour une partie de notre public, qui vient également d'Amérique latine et en fait, notre objectif, c'est, à la fois de permettre aux personnes de, développer des stratégies, de prévention par rapport au VIH, mais aussi plus largement de prendre soin de leur santé et pour pouvoir prendre soin de sa santé, c'est important de pouvoir, accéder aux soins, accéder au système de santé et donc accéder à ses droits. Aujourd'hui, notre mission, elle est, d'accueillir et d'agir, pour, l'accès, aux soins et l'accès aux droits de tous ces publics, les personnes exilées, les personnes qui vivent avec le VIH, les personnes LGBT, les personnes qui vivent avec une maladie chronique, les personnes qui vivent avec un handicap invisible, qui ont finalement du commun aux difficultés, aux discriminations, aux difficultés d'accès aux soins et aux droits et qui sont aussi parfois à des intersections entre ces différentes, communautés. On a beaucoup de personnes qui sont à la fois des personnes exilées, membres des communautés LGBT, qui ont pu exercer le travail du sexe à un moment donné de leur parcours en arrivant en France ou qui l'exercent toujours. Donc voilà, on a des publics qui sont à l'intersection de beaucoup de discriminations et en règle générale, les discriminations, elles se cumulent pas, il y a un effet exponentiel et effectivement, quand on est à l'intersection de plusieurs discriminations, on fait l'objet d'énormément de rejets. On abandonne aussi la possibilité d'accéder à ces droits et il y a un enjeu de pouvoir, accompagner, les personnes qui, face à des administrations qui sont de plus en plus, numérisées, où il y a de moins en moins de contact avec une personne physique, à un guichet, où il y a du coup de moins en moins de compréhension de situations spécifiques. C'est important de pouvoir, accompagner des personnes qui pourraient, baisser les bras parce que et donc ne pas recourir à leurs droits parce que, c'est des obstacles, permanents dans un contexte de vie qui est extrêmement, difficile et où, le quotidien, c'est finalement de se demander ce qu'on va pouvoir, manger aujourd'hui ou dormir ou éventuellement se soigner. Enfin voilà, c'est vraiment, faire en sorte de donner les ressources aux personnes qu'on accompagne pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, accéder à leurs soins et être le plus autonome possible, dans leur parcours d'installation en France quand il s'agit de personnes exilées ou d'affirmation de leurs identités, pour tous les autres publics. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment en parlant, par exemple, hier ou avec Oumar ou en me renseignant plus sur Arcade, c'est que j'avais jamais compris et mesuré à quel point, si tu veux pouvoir donner l'accès aux soins, il faut avoir résolu tout ce qui est de l'ordre purement administratif, en particulier pour ces populations exilées. Et qu'effectivement, tu sais, il y a comme une espèce de pyramide de Maslow. Si on n'a pas résolu ce qu'expliquait très bien Oumar dans notre épisode,
Si tu as pas résolu le problème de la domiciliation, tout est bloqué et donc on ne peut pas être pris en charge en termes de santé et donc j'ai l'impression que vous soignez aussi en donnant des réponses administratives. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Mais c'est tout à fait ça et Oumar a parfaitement raison et en fait, c'est son quotidien aussi, hein, les jours, il œuvre, pour, faire avancer, et donner accès, aux droits, aux personnes. Ce qui est important, c'est de se dire que, c'est pas il y a pas de réponse, enfin, il y a pas une seule et même réponse. Il y a, tout un panel d'offres qu'il faut, articuler pour, permettre aux personnes de finalement recourir à leurs droits et d'accéder, aux soins et puis aussi de vivre pleinement, leurs identités communautaires. Typiquement, à Arcat, on va, accueillir les personnes, on va leur proposer effectivement une domiciliation administrative, c'est ce dont parlait Oumar, lorsqu'elles n'ont, pas d'adresse, pour pouvoir initier, leurs démarches administratives et pouvoir les sécuriser. On va en parallèle, proposer un accompagnement, médico-psychosocial avec, des travailleurs sociaux, des psychologues, il y a des juristes, des médiateurs et médiatrices de santé, des médecins, des chargés d'insertion. On va proposer de la navigation en santé et de la médiation en santé. La navigation, c'est, ce qui va permettre, de guider physiquement et symboliquement les personnes dans le système de soins, qui est, quand même très compliqué et notamment quand on est une personne étrangère et qu'on découvre le système, de santé français. Il est et donc la navigation en santé, c'est un outil vraiment, essentiel pour, à la fois lutter contre les discriminations et soutenir l'accès, aux soins de personnes qui en sont éloignées du fait de barrières, linguistiques, méconnaissance tout simplement du système. Je parlais de chargés d'insertion, parmi tous les professionnels, mais on travaille aussi beaucoup sur, l'accompagnement vers l'insertion professionnelle et qui a un enjeu, d'accès et de maintien, dans l'emploi des personnes qui vivent avec une maladie, chronique ou un handicap invisible. On a vraiment un gros travail qui est mené, là-dessus et puis après on a d'autres activités qui sont moins dédiées directement à l'accompagnement des publics, qui participent. Par exemple, on a un centre de formation qui lui s'adresse, plutôt aux professionnels, des secteurs, sanitaires, social ou du milieu associatif. C'est à la fois pour, diffuser une culture commune, des bonnes pratiques en matière, d'accueil de public, de lutte contre les discriminations, de lutte contre les inégalités sociales de santé, d'améliorer finalement, l'accueil des publics dans le respect, de leur identité quand on est un service social, un service de santé, un service administratif. On forme également sur des questions autour de la médiation en santé. On fait des formations aussi, dans des établissements, médico-sociaux qui accueillent des publics en situation de handicap ou des publics vieillissants, ou des publics en situation de précarité pour, faire vivre, en tout cas acculturer les équipes pour qu'elles puissent respecter la vie intime, affective et sexuelle des personnes qu'elles accueillent. Parce que, finalement, ces établissements, c'est des lieux de vie. Donc les personnes qui y vivent doivent pouvoir accéder à cette, et vivre leur vie intime, affective et sexuelle. Donc voilà, ça c'est un centre de formation qui vise à faire évoluer, les pratiques professionnelles et à lutter contre les inégalités sociales de santé avec des structures, des équipes, qui viennent se faire former, qui sont déjà actrices, mais qui ont besoin de renforcer leurs compétences. Donc en fait, il y a vraiment, évidemment, au cœur de, ce que propose Arcat, l'accompagnement des personnes qui en ont besoin et puis autour, évidemment, tout ce qui touche à la formation, l'information, la sensibilisation qui va avec, quoi. Mais c'est sur l'information justement, on a aussi enfin c'est en lien avec la formation. Depuis, presque 40 ans, Arcat, a son propre journal qui est, le journal du sida. C'est un peu une bible, puisqu'on a réussi à, archiver l'intégralité des numéros, sur un site internet et donc du coup, c'est un journal qui, produit encore des articles, d'actualité, mais qui, raconte, qui analyse et qui documente finalement les évolutions, de l'épidémie depuis, 40 ans et les enjeux de santé publique et les enjeux de santé sexuelle. Donc c'est vrai que c'est, un outil, riche parce qu'il parle du présent, mais aussi à la lumière du passé, de l'expérience finalement et des combats qui ont été, gagnés, qui ont parfois été perdus, qui sont encore d'actualité. Concrètement, Nicolas, si là, en t'écoutant, on a envie d'aider Arcat, qu'est-ce qu'on peut faire là, à titre individuel, pour vous soutenir en fait? Pour nous soutenir, si vous voulez nous soutenir, vous allez nous aider à soutenir à peu près 3 000 personnes qui sont, reçues, accompagnées, sans condition chaque année par notre équipe. Donc, les dons sont, évidemment importants pour nous, pour, pouvoir, toujours, améliorer l'accompagnement et répondre à des situations, d'urgence. Il y a 2 façons finalement aujourd'hui de nous aider. On organise, une braderie solidaire 2 à 3 fois par an qui s'appelle les Créateurs ont du cœur.
C'est une braderie qui est née, dans les années, 90, à l'initiative de Pierre Berger, qui était à l'époque, président et en lien avec la maison Yves Saint Laurent et aujourd'hui on a, des dizaines de créateurs et de créatrices, qui, nous soutiennent, ce qui nous permet d'organiser une braderie où on vend, des produits, des vêtements, des produits de déco, voilà, à des prix, imbattables et si vous voulez avoir des informations et vous inscrire pour les prochaines braderies, réserver votre billet, je vous conseille de rejoindre le compte, Braderie Arcat sur, Instagram. Je mettrai toutes les références de tous les sites et comptes Instagram, je les mettrai dans les notes de l'épisode pour les personnes qui le souhaitent. Merci et puis, il y a aussi la possibilité de faire, des dons directement. Les dons, ils vont contribuer à l'achat de biens de première nécessité. Ça va être alimentation, hygiène, les maternelles, les couches également. Ça va participer à l'achat de tickets de transport pour permettre aux personnes de se rendre sur leur lieu de soins ou des lieux de formation. Ça peut financer de l'hébergement d'urgence, de la mise à l'abri, des démarches juridiques, pour les personnes qu'on accompagne et qui sont très coûteuses. Pour faire un don, il suffit d'aller directement sur le site d'Arcat, arcat-so.org, dans la rubrique «Nous soutenir» et là, il va être possible de faire, soit un don ponctuel, soit un don régulier, mensuel et ce qui est important de savoir sur le don, c'est que, il y a une disposition, qui, permet d'avoir une réduction, d'impôt de l'ordre de 66 de la valeur du don. Donc par exemple, si on fait un don, de 50 €, on ouvre droit à une réduction d'impôt de 33 €, ce qui fait que finalement le don a réellement coûté 26 € à la personne qui donne et pour ça, on travaille avec, un partenaire qui s'appelle Hello Asso qui, va générer automatiquement les reçus fiscaux des personnes qui auront donné et ces reçus fiscaux, ils permettent de justifier effectivement auprès, de l'administration, le fait qu'on ait donné et on peut du coup intégrer, ce don à sa déclaration d'impôt. OK, écoute, super. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Nicolas? Si peut-être une dernière chose parce que, voilà, je suis directeur d'une belle association et d'une très belle équipe. Il me semble important de rappeler effectivement que, au sein d'Arcat, c'est, des professionnels médico-social, de l'insertion, de la médiation en santé, mais aussi des chargés, d'événements, des chargés, de formation, des chargés de communication qui travaillent tous ensemble et que globalement ces professionnels, ils sont aussi pour beaucoup membres de communautés, des communautés qu'on accueille, communautés LGBT, des professionnels qui ont eu des parcours d'exil, comme Omar, des professionnels qui ont pu, exercer le travail du sexe et c'est vrai qu'il y a une vraie richesse dans cette association où il y a une alliance entre, expertise professionnelle et savoir expérientiel et c'est aussi ce qui fait tout l'engagement, de cette équipe au quotidien auprès des publics. Et pour l'avoir vu cette équipe à l'œuvre, pour la journée des 40 ans, j'ai vu une cohésion, enfin, on sent qu'il y a vraiment quelque chose, je crois qu'Oumar le disait comme ça hier, de l'ordre de la famille, quoi. C'est vraiment chouette à observer et à voir, on sent tout le cœur que vous y mettez tous, donc merci et ça m'offre une transition géniale, Nicolas. Je voulais faire un clin d'œil à mes cousines Jennifer et Virginie, puisqu'elles travaillent toutes les 2 chez Arcat et que c'est grâce à elles qu'en fait, moi, j'ai découvert, votre association et tout ce que vous proposé pour ces publics qui en ont bien besoin. Donc voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ce temps que tu nous as offert là pour nous parler d'Arcade. J'espère que ça va sensibiliser largement à tout ce que vous faites. Donc merci beaucoup. Mais merci à toi de nous avoir offert cette belle opportunité. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux.
your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates